Pour conclure cette matinée d'échange sur l'éducation numérique responsable, il nous fallait encore un expert, et c'est Sylvain Vaccarès qui a cette lourde tâche que de venir me rejoindre pour faire une forme de synthèse à chaud, si c'est possible, et puis là aussi il n'y a plus de batterie, et puis peut-être d'ouverture sur quelques perspectives. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors déjà peut-être te présenter, Sylvain. Donc, tu es président de Learning Salad et Skill Bar, tu vas pouvoir nous expliquer ça, et tu accompagnes des organisations publiques et privées dans la numérisation de leur offre de formation depuis plus de 25 ans. Donc là aussi, un précurseur en la matière. Tu interviens également depuis 20 ans dans plusieurs universités sur les thématiques de l'ingénierie de formation numérique. Donc, qu'est-ce qu'on retient des échanges de ce matin? Merci, bonjour à tous. Je suis très heureux et très flatté d'être ici, là, aujourd'hui, pour essayer de faire une synthèse. Alors, c'était quand même très riche, hein. Waouh. Quand j'ai dit ouais, je vais faire la synthèse, j'ai l'habitude. C'est un peu chaud. J'en ai partout, j'ai foutu des flèches dans tous les sens. Vous voyez pas la plaque là, c'est du mind mapping dans tous les sens. C'est des spaghettis, en fait, voilà. Donc, je me disais par quoi je vais commencer. En fait, c'est rigolo parce que moi, j'aime bien apprendre des choses, enfin, faire la synthèse, il faut écouter, il faut réfléchir, etc. Il y a aussi ce que j'ai appris. Moi, ce que j'ai appris, un truc auquel j'ai jamais pensé aujourd'hui, c'était que c'était la notion de migrant. J'ai bien aimé la notion de migrant, telle qu'elle a été définie, parce que les apprenants, en fait, c'est des migrants. Hein. En fait, notre job, c'est former, j'ai horreur de ça, ça veut dire donner une forme. En fait, c'est exactement le contraire qu'on fait. On donne pas une forme, en fait. On aide les gens à migrer, en fait. Donc j'ai trouvé ça bien. Et en plus, dans les bars, je ne sais plus qui a parlé des bars, c'est toi, je crois, qui a dit ouais, ce qui est important, c'est. Moi, j'ai une de mes deux sociétés qui fait de la formation qui s'appelle Skill Bar. Hein. C'est justement parce que j'ai remarqué que si on voulait aider les gens à évoluer, il fallait. Avec quelques limites, dans les bars. Avec quelques limites qu'a apporté Véronica en disant que c'était un environnement sympa pour faire la fête, pas toujours hyper simple pour transmettre du savoir, parce qu'il est bruyant. Ouais, mais c'est pas. Ouais. Le bruit, ça pas gênant. s'utilise le bruit. Il faut réfléchir. Je serais pas aussi catégorique, mais j'entends. Non, ce qui m'a frappé ce matin, c'est que il y avait à la fois une immense diversité et une très grande homogénéité dans ce qui a été dit, même si les sujets étaient variés. Vous vous souvenez, on est parti de ce qu'il faut, comment on gère un projet, sur la production de ressources, etc. L'éco-conception, etc. Puis on finit sur la multiculturalité. Moi aussi, j'ai du mal. C'est pas facile. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Alors, j'ai dégagé 3 petits points. Bon, peut-être qu'est-ce qui est homogène finalement à toutes les présentations qu'il y a eu ce matin. J'ai noté quelques points. Bon, d'abord, c'est quand même l'approche systémique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne produit pas quelque chose quand on fait de la formation. On essaye de mettre en place un système. Et il faut que ce système soit efficace. Ce système, il implique d'associer et d'impliquer même toutes les parties prenantes du dispositif. Ça, c'est fondamental. On l'a vu. On a dit comment on fait pour que les migrants, enfin que les personnes qui viennent en France, par exemple, et qui ont des difficultés avec le français, en fait, puissent s'intégrer. Il faut les faire communiquer avec les autres. Mais c'est-à-dire qu'il faut aussi prévoir un dispositif qui est d'accueil. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à qui va le faire. Est-ce que c'est l'institution? Est-ce que c'est les gens qui sont dans la même situation? Est-ce que c'est les pairs? Tout ça, c'est important. Quand on crée une application informatique, en fait, il faut travailler en mode agile, c'est-à-dire en fait aller voir les utilisateurs en permanence. Il n'y a pas que les utilisateurs, il y a les utilisateurs, ceux qui conçoivent, ceux qui prescrivent, c'est tout ça. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a pu voir en fait. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une méthodologie aussi, et il y a toujours des outils associés. Et finalement, peut-être que concevoir de façon responsable, c'est d'être capable de réfléchir à sa méthode. En réalité, c'est peut-être ça qui est intéressant. Quand tu interrogeais tout à l'heure sur mais comment on fait pour la mobilité, par exemple, des apprenants, dans notre exemple, en fait, je ne sais plus, c'était à Albi et à Castres, voilà, c'est une question qui impacte la formation. Aujourd'hui, dans la formation, ce n'est pas le contenu qui est important, en fait. Ce qui est important, c'est le delivery, en fait. Donc, c'est comment, en fait, je fais en sorte que la formation touche les gens, en fait, pour qui je l'ai conçue, et comment je fais en sorte que ça leur apporte quelque chose et que ça se transforme en compétences. Il y a quand même une petite différence. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre, méthode agile, tout ça. Il y a quand même une spécificité à la formation qu'il ne faut pas oublier, qui n'a peut-être pas été autant soulignée, sur lequel je voudrais juste un tout petit peu insister. C'est que la formation, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas un produit. Je crois que c'est toi qui as dit c'est pas un produit la formation. Alors,
c'est vrai et c'est pas vrai. En fait, je ne prendrai pas les choses sous cet angle-là. En fait, le service dans la formation, il n'est pas produit par celui qui a l'impression de le produire, il est produit par celui qui en bénéficie. Celui qui apprend, et on ne transforme pas les gens, je crois que j'ai entendu tout à l'heure, celui qui apprend, c'est celui qui apprend. Le formateur, il ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est celui qui produit le service, celui qui produit la valeur, en fait, dans le service, en fait, c'est celui qui en bénéficie. Ça, c'est différent de beaucoup d'autres services, quand même, hein, de la plupart des autres services et de la plupart des produits. Et ça, c'est important parce que dans la méthodologie de conception qu'on doit mettre en œuvre, il faut faire attention à ce qu'on ait bien pris en compte ce phénomène-là. C'est-à-dire que quand on fait du l'UX design, par exemple, quand on conçoit une vidéo, même si on demande à l'utilisateur qu'est-ce qu'il en pense, en fait, la question n'est toujours pas résolue en réalité. C'est comment on mesure, même dans les indicateurs, est-ce que le fait qu'il télécharge, par exemple, ça crée de l'engagement ? En fait, non. Cet indicateur-là, c'est celui qu'on a, alors on le prend, mais il n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. En fait, il faut savoir en fait comment on va récupérer en fait les informations qui nous permettent d'évaluer notre dispositif. Et les évaluations elles ne peuvent provenir que de celui qui apprend, puisque de toute façon, c'est lui qui produit le service. Donc en fait, on ne peut pas les avoir autrement. On peut avoir de vagues traces, mais elles sont en général extrêmement peu performantes. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça veut dire aussi que dans l'éco-conception, puisque c'était notre sujet, il faut réfléchir en fait il faut réfléchir jusqu'au bout de la chaîne, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va permettre de diminuer l'effort pour l'apprenant pour arriver au bon résultat ? C'est ça notre job, en fait. Donc, c'est une notion de frugalité, en fait. Hein. C'est rigolo parce que ça rejoint les neurosciences. Les neurosciences, elles nous expliquent que finalement, notre cerveau, il est ultra consommateur d'énergie et que donc, il est programmé pour s'économiser. Hein. Je schématise beaucoup, mais c'est un peu ça quand même. Et du coup, il faut essayer en fait de minimiser le chemin qu'il y a entre ce qu'on va essayer d'organiser pour que les gens apprennent et l'effort que ça va leur demander. En fait, hein. C'est essayer de réduire en fait au maximum cet élément-là. Et finalement, les neurosciences, elles vont dans le sens de l'éco-conception parce que faire une interface où il y a moins de choses dessus, ça diminue la charge cognitive, ça augmente la capacité de rétention et ça coûte moins cher, ça consomme moins de ressources. Donc c'est top. En fait, en réalité, tout va dans le même sens. Et on a même abordé les aspects économiques. En fait, si on va jusqu'aux aspects économiques, c'est pareil. Si votre service marche et que les gens apprennent vraiment mieux, c'est chez vous qu'ils vont aller. Donc la question de savoir s'il faut économiser ou pas économiser au départ, ou quel est le montant de mon investissement, c'est pas une vraie question. La question, c'est les trois U, là. Est-ce que je fais quelque chose, en fait, qui est utilisé ? Si c'est utilisé, économiquement, ce sera viable. Il n'y a pas de question à se poser. La question du modèle économique, elle ne se pose pas a priori, elle se pose a posteriori. Et il faut réfléchir à l'ingénierie en termes d'efficacité pour l'apprenant de façon à garantir son modèle économique. Et ça, c'était aussi un élément, à mon avis, de cohérence dans ce qu'on a entendu ce matin. Qu'est-ce que j'avais mis encore ? Oui, j'avais mis... tout ça, ça nous amène quand même à... Ça a été dit, hein, plus ou moins, soit en arrière-plan, soit de façon explicite, à replacer quand même à remettre en place la notion d'ingénierie. C'est-à-dire que dans le numérique, l'erreur, c'est de rentrer par l'outil. Parce que le problème, c'est l'ingénierie, en fait. Et la question, c'est de savoir, et ça a été dit, je crois, à la fin, mais ça avait été dit aussi tout au début, la question, c'est comment je fais en sorte que l'outil ait une vraie place. Moi, ça fait très longtemps hein, que je fais de la formation en ligne, donc c'était avant Internet. Eh oui. Enfin, avant le web, pas avant Internet, avant le web quand même pas. Donc, sinon, c'est de la magie. Oui, sinon je serais très très vieux. Non, ça existait, la formation à distance, mais bon, ça passait autrement. Et à l'époque, évidemment, la première question, je vous donne un exemple, en fait, on parlait de ressources. La première question qu'on me posait quand je faisais un projet, on me disait, voilà, j'ai une formation à faire. Renault, par exemple, disait, je veux former tous mes commerciaux au nouveau système de remise sur les voitures. Les objectifs de formation, c'est ça. Combien ça fera de disquettes ? Parce que le coût principal du projet, c'était la duplication des disquettes. Donc, en fait, il fallait que je sois capable de transformer un objectif pédagogique en mégaoctets. C'est une démarche éco-conception. Ça ne s'appelait pas comme ça. En fait, on ne le faisait pas pour être économique. Enfin, on le faisait parce que ça coûtait trop cher. En fait, c'était juste ça, c'était la contrainte. Et c'était ça l'idée. C'était l'idée qu'il fallait, en fait, diminuer. Moi, je suis un contrôleur de gestion à la base. Hein. On parle beaucoup du Lean hein, aujourd'hui. On parle du Kanban, en fait, hein, ou Kanban, voilà, suivant comment les gens le prononcent.
c'est quand même né dans les années 50 sans informatique, en fait. Et pourquoi les Japonais ont inventé un système de gestion de production par l'aval? Parce qu'ils n'avaient pas de ressources, en fait. Donc c'était de l'éco-conception. En Occident, on poussait des voitures qu'on essayait de vendre, il fallait que les gens les achètent. Les Japonais ne pouvaient pas fabriquer beaucoup de voitures parce qu'ils n'avaient pas de ressources. Et donc, il fallait qu'ils soient sûrs de faire des voitures qui soient vendues à des gens, en fait, qui les utilisent. C'est exactement les trois. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils étaient intelligents, ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on utilise ces éléments-là, en fait, dans la gestion de projet, d'informatique, dans tous ces projets-là. Ça vient de là, en fait. Donc, il suffit de revenir, en fait, à ça. Il suffit de se dire, finalement, est-ce que le comment, ça veut dire étiquette. C'était des étiquettes posées dans des bacs, en fait. C'était juste ça. Il y avait un nombre d'étiquettes limité, donc ça limitait le flux. C'était tout simple. Aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours besoin du high-tech? Est-ce qu'on a besoin de low-tech? Comment on fait, en fait, pour maximiser les relations entre les gens? Est-ce que les relations entre les gens passent forcément par du numérique? Comment on augmente la valeur de ce qui est fait? C'est ça, en fait, la vraie question. Et ça, c'est une pratique d'ingénierie. Il faut se méfier, en fait. Nous, on est dans un pays riche, il faut qu'on se méfie des facilités dont on dispose. C'est les facilités dont on dispose, en fait, qui nous amènent à surconsommer. Quand je fasse sur 2 disquettes, en fait, une formation multimédia avec du son, disquette d'1,44 mégaoctets, 2 méga 88 en tout max, vraiment max. Il fallait que j'ai 1 heure de son dessus, et bien on avait, et plus des images, etc., ça rentrait, en fait. On avait des algorithmes de compression qui étaient basés uniquement sur la compression de la voix, pas le MP3 qui compresse n'importe quoi, donc mal en fait, simplement pour que ça rentre. Aujourd'hui, ces logiciels-là sont plus utilisés parce qu'on s'en fout. Les réseaux, ils passent des flux énormes, donc on n'a pas besoin de compter. On peut revenir en fait à des choses. Ça ne veut pas dire revenir en arrière, ça veut dire revenir en fait à des choses en disant qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour économiser. Quand il y a eu le Covid, les gens ont dit ah là là, on est passé en ligne. Moi, j'ai fait un sondage auprès d'une communauté de formation de formateurs digital. Je dis qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez été confiné du jour au lendemain? J'ai envoyé des mails aux gens, ils n'ont pas répondu. J'ai dit, vous avez envoyé des mails aux gens? À vos apprenants, vous leur envoyez un mail. Et à votre famille, vous avez fait quoi quand votre gamin il était à l'autre bout, étudiant, là? Vous lui avez dit, ah, on va être confiné, je t'envoie un mail. Ça va? Vous avez pris votre téléphone? Pourquoi vous n'avez pas pris le téléphone, en fait? Pourquoi les gens n'ont pas appelé les stagiaires quand ils ont été confinés? Parce qu'ils se sont dit, ah ben non, on va faire du numérique. Et c'était idiot, puisqu'en fait, les gens, d'abord, n'ont pas vu le mail. En plus, le mail, ce n'était pas vraiment adapté à la situation. Et alors qu'il y avait d'autres systèmes, en fait, qui existaient déjà, en fait, pour le faire. Si on veut maximiser la relation, il faut vraiment, en fait, réfléchir, pas en termes d'outils ou de la manière dont je vais faire à partir des technologies qui sont disponibles. Il faut réfléchir par rapport aux besoins et qu'est-ce que l'apprenant, lui, il a besoin d'avoir. Pourquoi il aime bien partager une bière? Pourquoi il préfère être au bar que dans une salle de formation? C'est une vraie question. Pourquoi on continue à faire des salles de formation si finalement c'est mieux dans un bar? J'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Moi, je teste pour le moment. mais c'est une question qu'il faut se poser. À chaque fois, en fait, revenir. Pour moi, la conception responsable, c'est essayer de revenir au plus proche du besoin pour être sûr de faire quelque chose d'utile. Et c'est forcément conçu avec les apprenants. C'est forcément de la co-conception. Après, votre environnement, il peut ou il peut pas. Il peut ou peut pas. Quand on est dans une formation qui est récurrente à l'université, je sais pas quoi, on fait des cours tous les ans. On peut s'amuser. On a les moyens de faire des essais, etc. Si demain je dois former tous les salariés d'Orange qui sont sur les plateaux d'appel à vendre le nouveau téléphone, je ne vais pas pouvoir faire des essais. Je n'ai pas le choix. J'ai 15 jours pour le faire et je ne peux pas diffuser l'offre avant parce qu'elle est confidentielle. Il faudra que tout le monde soit formé d'un seul coup. Donc là, mes possibilités sont différentes. Mais à chaque fois, j'ai quand même des possibilités de réfléchir à comment ça va se passer, comment j'utilise le fait que les gens soient aux proximités, par exemple sur un plateau d'appel, même si je le fais un one-shot. Qu'est-ce que je peux savoir? Et on n'est pas obligé de tout inventer parce qu'on a eu des gens ici, des praticiens sur le plateau, mais on a eu aussi des chercheurs. Et il y a beaucoup de choses qu'on sait. On sait si la vidéo c'est plus efficace qu'une image fixe. On le sait, c'est documenté. Il y a des analyses, il y a des recherches, des méta-recherches. Vraiment, on a beaucoup d'informations là-dessus. Les sciences cognitives nous amènent plein de choses. La psychologie nous amène plein de choses. Il y a énormément de gens qui ont déjà quand même découvert en fait, des choses qui fonctionnaient pas. On n'est pas obligé de partir de zéro. En fait, on peut aussi s'appuyer là-dessus pour aller plus vite. Il me semble que c'était un peu ça. Alors c'est peut-être un peu fouillis ce que je vous raconte. Ça relève à peu près de mes notes. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, j'ai mis peut-être en petite conclusion. On a parlé d'émotion à la fin. L'émotion dans l'ingénierie, on la voit rarement quand même. On la revoit rarement. D'ailleurs, c'est très peu documenté. Enfin, quand vous regardez, cherchez la littérature, tout ça, en disant comment
le rôle de l'émotion à l'information, c'est documenter. Mais comment, en fait, on passe de l'émotion documentée en disant on sait que c'est important à comment je fais un dispositif dans lequel j'en tiens compte d'un point de vue pratique. Là, on se rend compte qu'il y a moins de candidats sur ce sujet-là. Il y en a quand même, il existe des choses, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose de très important, en fait. Et ça, c'est des choses qui ont été dites à la fin. Je pense que la dernière table ronde, pour moi, était vraiment très éclairante sur tout ce qui était dit avant. C'est-à-dire que voilà, la formation, c'est prendre en charge des gens, c'est pas leur envoyer des contenus. C'est prendre en charge des gens, comment on fait pour les aider, comment on les prend en charge et comment on les aide à se prendre en charge. En fait, c'est vraiment ça l'enjeu et comment, finalement, notre conception peut être orientée exclusivement là-dessus. Il vaut mieux investir là-dessus, il vaut mieux investir sur des gens qui passent des coups de fil, des mentors, des tuteurs, etc., plutôt que sur la qualité. Le contenu doit être de qualité, mais sur l'ingénierie extrêmement fine en fait, d'une ressource, des choses comme ça. Une fois qu'on a des ressources qui sont correctes, en fait, tout reste à faire, en fait, d'une certaine manière. Et je pense que de la conception, c'est vraiment cette dimension-là moi, qui me semble ressortir. Voilà. C'est moi qui vous remercie. J'espère que c'était à peu près clair ce que je vous ai raconté. Merci à vous.